Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en duplex du centre de performance à la Turbie en ce jour de centenaire de l'AS Monaco FC pour une émission exceptionnelle. Invité de légende, reportage, portrait et même votre météo à la fin de ce journal. Après avoir aux côtés de David Ducci qui va nous rejoindre, notre expert football, après avoir reçu les légendes en rouge et blanc de Monaco, votre club préféré, on l'imagine. On va s'intéresser également à la toute dernière journée de la visite du prince souverain à Rome, à la toute dernière séance également du travail des Nations Unies à New York, consacré notamment au climat, à notre environnement. Et puis, un coup d'œil vers le déplacement du président du Conseil national, Thomas Brezzo, à Malte, à l'occasion de la 17e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe. Et puis, en toute fin de journal, nous recevrons le présentateur d'un soir de l'association caritative Soupe de Nuit, André Manoukian. L'auteur, compositeur, interprète nous parlera de son engagement et de son éternel amour pour la musique. Les 100 ans du club rouge et blanc, notre expert David Ducci, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. 8 titres de champion, des coupes de la Ligue, des finales de Coupe d'Europe et puis des années brillantes. Tiens, les années Amoros, Bellone Amoros, ça vous rappelle quelque chose, David ? Ah oui, moi ça me rappelle le centre de formation. J'arrivais au centre de formation, ils étaient en pro. C'est petit. Ils sortaient du centre de formation, donc c'était des modèles pour nous. Manu Amoros. Oui, Christophe. Quel plaisir de vous avoir avec nous, avec Bruno Bellone, parce que ça nous rappelle ce côté gauche, quoi, quelque part. Eh ouais. On a fait des miracles un petit peu pendant notre période, mais c'est vrai qu'on s'entendait très bien, déjà au centre de formation. Et puis quand on a joué ensemble en pro, on jouait pratiquement les yeux fermés. Et c'est bien d'avoir quelqu'un où on puisse le connaître constamment et de pouvoir jouer et d'anticiper aussi tout ce qu'il peut faire. Et lui c'est la même chose, il anticipait toujours ce que j'allais faire, donc c'était très bien. Et puis avec Bruno on a passé des années merveilleuses à AS Monaco. Ouais, on n'a pas que les yeux fermés quand on va vers le but, hein, Bruno Bellone. Côté gauche, quand tu tires, tu marques. Hein. Ben ça a été le travail qu'on a fait avec Jean Urbanide. Où quand je suis arrivé de Rocheville, il m'a dit tu vas jouer à gauche parce qu'à gauche, il n'y a pas de d'ailier gauche en France. Et il m'a dit si tu arrives à réussir à ce niveau-là, il m'a dit tu seras professionnel, tu joueras en équipe de France. Et tu marqueras des buts en équipe de France et tu auras une petite visa aussi. Marquer des buts, j'en ai marqué un, mais il a vachement compté, c'était quand même en euros, pour l'euro, pour la finale. Ça, c'est les années 80. Hein. C'était les très belles années de Monaco qui remontaient de 78. On s'en souvient tous, l'épopée, la Ligue 2, la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on retient de cette équipe-là ? C'est l'amitié aussi. Vous avez parlé du centre de formation. On le voit aujourd'hui. C'est tous des copains, David. Ouais, moi je crois que c'était l'époque du centre de formation qui arrivait à éclosion avec cette équipe, qui a gagné des titres et qui vraiment nous a fait rêver et qui a lancé, on va dire, la formation monégasque. Ouais. Cette formation qui était célèbre. Après, c'est vrai, dans la France entière, tout le monde recherchait cette formation monégasque, Manu. Non, mais on a eu la chance, comme disait Bruno, d'avoir Gérard Arbanide qui était un formateur extraordinaire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il nous faisait jouer pratiquement à tous les postes. Donc on pouvait jouer et être polyvalent. Et ça, c'est une force parce que Bruno, il était gaucher, mais ça savait servir du pied droit. Il y en a à droite aussi. Hein. Oui, moi j'ai joué beaucoup plus souvent à gauche qu'à droite, c'est ça. À Monaco. Ouais. Puis on voit aujourd'hui le football moderne, il y en a beaucoup qui ne savent pas se servir du mauvais pied. Donc aujourd'hui, c'est bien dommage qu'ils n'étaient pas tombés sur un Gérard Banide à l'époque où ils pouvaient. Ben oui, parce que c'est l'essentiel, c'est d'être professionnel, et être professionnel, c'est d'apprendre quand vous êtes au centre de formation. Il y en a qui ont appris mieux que d'autres, mais nous, on a eu cette chance extraordinaire d'avoir Gérard Banide avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de ces années monégasques, les années 80 ? C'était un parcours formidable, Bruno. C'est quoi ? C'est l'esprit d'équipe ? C'est les chambrées ? C'est les soirées après-match ? Ce qui a changé aujourd'hui. Hein. C'est l'ambiance qu'on avait entre les joueurs, parce qu'on est arrivé à Emmanuel en 77-78. Donc on a commencé à se connaître là, avec tous les jeunes qui arrivaient. Et puis Gérard Banide a fait un groupe magnifique où il parlait à chacun, chaque fois. Et je me rappellerai toujours, il m'a dit si tu arrives vraiment à déborder, à centrer, à lever la tête. Et chaque fois, il me mettait un plot au premier poteau, au deuxième poteau et au point de pénalty. Voilà. Il fallait que je touche chaque fois un des plots.
Et au bout de 3 heures, on y arrive. Et les défenseurs, non. Mais c'est normal, c'est la répétition des gestes. Plus tu en fais à l'entraînement, plus tu vas réussir ton centre ou ta frappe ou un geste technique. Parce que la frappe, c'est un geste technique, la passe, c'est un geste technique. Il n'y a pas que le contrôle non plus. Donc voilà, et pour dire ce que disait Bono, on a eu une génération extraordinaire. Mais on l'a voulu aussi. On a travaillé, M. Gérard Bani nous a mis dans des conditions pour être champion, pour être des joueurs professionnels. Et nous, on a essayé de lui rendre l'appareil en se battant, en travaillant. Et c'était pas facile tous les jours parce qu'aujourd'hui, on a un centre extraordinaire. Je vous jure qu'il n'était pas comme ça. Non, je me souviens au début. Et il n'était pas comme ça. Puis souvent, on allait jouer, on s'entraînait à Cap d'Aille sur un stabilisé. Et toi, David, tu étais à Aise devant les tennis. Hein Ouais. On s'est entraîné à Aise, sur les petits terrains, à Cap d'Aille. On a été vice-champion de France avec Lucien Muller. Bordeaux était meilleur que nous au goal average, mais on s'est entraîné toute la saison à Aise Village. Ouais. Sur un petit terrain, c'est incroyable. La moitié d'un terrain toute la saison. Donc c'est des moments extraordinaires qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir, c'est pas possible. Juste très rapidement, mais je ne veux pas faire de jaloux. Il y a un joueur que vous êtes content de revoir ici, des anciens ou de votre équipe tous hein? Tous, franchement, même ceux qu'on connaît, parce que les autres, on même les anciens, beaucoup, hein. J'en avais un Kossou. Oui, mais bien sûr, les anciens, on les connaît. Tu sais, on est arrivé nous à la période de Roland Courbis. Ouais. Donc toute cette génération qui était en deuxième division et qui ont été Vitalis, champions de France en 77, 78. Donc ça a été des gens qui nous ont guidés vers le haut niveau aussi. Il ne faut pas croire. Il y avait une osmose entre eux et nous qui n'était pas facile parce que quand on essayait d'arriver en professionnel dans les vestiaires, on restait devant la porte, on attendait que tout le monde rentre, même ceux qui étaient en retard, tu attendais avant qu'il arrive et tu choisissais pas une place, c'est eux qui te la donnaient. Donc aujourd'hui, malheureusement, la vie a changé. Non, mais c'est changé, oui. Le monde est différent, mais il y a quand même des respects qu'il faut avoir. C'est lequel le plus beau titre avec Monaco? 82. Ouais, 82. 82. D'accord, dans les 8. Okay. 82. Ouais. Et la Coupe de France aussi. Vous savez quoi, on va aller. La Coupe de France quand même. Il n'a pas eu 36 en Coupe de France pour Monaco. Contre Paris, on s'en souvient. Les buts de Gengini. Il est là, Gengini. Les Bijota, les Gengini sont tous là. Manu vient de parler, David, de la différence entre les Algeco que j'ai connus ici à mes débuts, et vous aussi, et ce centre de performance. Je vous propose une petite visite guidée, parce qu'on va emmener tous les joueurs, toutes les légendes à l'intérieur, et on a la chance pour Monaco Info de pouvoir les accompagner aujourd'hui, ces joueurs, avec Frédéric et Lyon. Merci à Manu. Merci. Merci Bono Bellon. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci David. Par exemple, c'est une sieste de 16 minutes, dans une certaine intensité, ils ferment la porte, ils n'entendent plus rien. C'est un outil digne des plus grands clubs de Ligue des Champions. Avec son nouveau centre de performance inauguré il y a 2 ans, l'AS Monaco ne laisse rien au hasard. Nutrition, récupération, data, préparation physique, tout est à disposition pour que les joueurs soient au top. Par vague de 7 minutes, les légendes de l'AS Monaco présentes à La Turbie pour célébrer le centenaire du club ont pu découvrir les installations dernier cri et tous étaient unanimes. On rigolait parce qu'on a connu vraiment des Algeco, donc forcément, vu le bâtiment qu'il y a aujourd'hui, voilà, c'est un peu aussi la grandeur du club et les objectifs qu'ils ont, donc c'est bien. Il y en avait besoin et ils l'ont très bien réalisé. Je trouvais ça extraordinaire. Je ne sais pas, ils doivent réaliser qu'ils sont gâtés au maximum avec des installations pareilles. C'est terrible. Ça vous fait rêver, vous, quand vous voyez ça? Ah, oui, d'autant plus qu'avec tous les titres, avec tous les premiers titres que nous avons apportés à la Principauté, si on avait eu ça, ça serait été merveilleux. Tout est réuni donc pour aller décrocher un nouveau titre. Le dernier, vous vous en souvenez forcément, c'était il y a 7 ans avec le 8e sacre de champion de France de l'histoire du club. Ah, le centre de performance David Ducci. Comme à votre époque ou presque. Ah oui, c'était pas tout à fait la même chose. Nous, on s'entraînait à Aise, on s'entraînait à Cap d'Aille sur le stabilisé. C'était vraiment une autre époque. Et on vient d'en parler avec Bruno Bellon et Emmanuel Amoro. C'est un nom est revenu à chaque fois. Gérard Banide avec son fils Laurent Banide, tous les deux entraîneurs de Monaco. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quel bonheur vraiment de vous avoir tous les deux. Parce que tu as remarqué Laurent, je tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps et que c'est un expert aussi du foot sur Monaco Info. Cette émotion quand tout le monde a revu Gérard Banide, c'est incroyable non? Quand on revoit papa. Oui, ça représente une belle période où Monaco avait un beau centre de formation, où il y avait une belle
de bons joueurs et une belle ambiance. Très belle ambiance. Merci d'être avec nous, Gérard. Je vous ai vu avec les anciens discuter. Vous refaites le match, comme on dit depuis tout à l'heure. Hein. On me le demande. On me le demande. Votre souvenir de Monaco, votre attachement pour ce club, pourquoi est-il si différent? Parce que d'abord, c'était mon premier club grand, enfin mon premier grand club. Ouais. J'avais évolué un petit peu à l'Est. Et puis ensuite, je suis parti pour la formation. Et lorsqu'on m'a proposé Monaco, c'était vraiment quelque chose de fantastique, c'était improbable. Et donc, je me suis donné là à fond. Et puis voilà, j'ai mis en œuvre tout ce qu'on m'a appris à Vichy. Et puis voilà. C'était l'INF Vichy, c'est ça? C'est avant Clairefontaine, c'était le centre de formation. Voilà, je ne serai jamais assez reconnaissant à Sadoul, le président, et à d'époque, Georges Boulogne, de l'avoir créé et de m'avoir fait rencontrer M. Pibaro, qui était un grand homme du football, à qui je veux rendre hommage et puis qui nous a guidé nos premiers pas. C'est quelle année ça s'est arrivé? C'était en 72. 72. Et après, il y a le fiston qui a repris la main. Hein. Ah oui, mais le fiston, il n'était pas vieux en 72. Il n'était pas vieux? 4 ans. Alors. C'est pas facile d'avoir l'héritage du père quand on va dans ce centenaire, mais ça te forge aussi. Tu as appris ce métier aux côtés de papa. Oui, j'ai appris beaucoup. J'étais avec lui à ses côtés quand il faisait entraîneur des gardiens de but, préparateur physique. Il faisait tout à l'époque. Et on avait tout le matériel dans la mairie. Et moi, j'étais un peu l'assistant. Ah, c'est génial. C'était une belle époque et je lui suis reconnaissant. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec lui et j'ai essayé de faire du mieux possible. Et mon cher Laurent, c'est quelle année vous? Monaco? Moi, à Monaco, je suis arrivé en 78, j'avais 10 ans et voilà. j'étais à l'ancien Stade Louis II et voilà. Avec Bouba qui bougeait la tête. Bouba qui faisait la tête et j'étais content parce que c'était une ambiance magnifique. C'est vrai. Vous l'avez connu, le petit David Ducci, jeune? Vous l'avez choisi comme gardien? Il était avec nous comme gardien de but. Mais non. Je pense que le recrutement, c'était Alberto Muro qui s'occupait du recrutement. Bien sûr. Et donc, il avait eu des coups extraordinaires et moi, je lui faisais entièrement confiance parce que la seule chose qui me passionnait, c'était ce qu'on faisait sur le terrain. La seule chose qui m'intéresse au football, c'est le travail sur le terrain et le match. Et Bruno en a parlé tout à l'heure, il se souvient encore des petits plots que vous lui posiez au premier Ah, poteau, oui. pénalty, deuxième poteau quand même. Eh oui, oui. Incroyable. Eh oui, mais c'est ça l'essentiel du travail de l'entraîneur, pour moi. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Hein, Et vous régalez encore avec le football d'aujourd'hui? Moins parce que je pense qu'on ne voit plus de jeu offensif très pensé, très construit. On voit beaucoup d'actions individuelles, la valeur des joueurs, la créativité, mais ce sont des solistes qui se passent la balle. C'est tout. Il n'y a plus de combinaison, il n'y a plus de jeu offensif pensé. Et vous les coachs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça a vraiment changé? Il faut vivre dans l'air du temps, David Ducci? C'est une autre époque, il faut vivre avec son époque, mais c'est vrai que pour en revenir à l'AS Monaco, et Gérard, Laurent, sont des personnages qui ont marqué l'histoire du club, l'histoire de ce club. Et on l'a vu tout à l'heure avec Manu, avec Bruno, ils ont une reconnaissance infinie, comme moi je l'ai pour Gérard, qui a changé le cours de ma vie. Oui, mais enfin, les idées du football, je ne les ai pas inventées, elles venaient des anciens. Et nous avions un seul souci, c'était de travailler beaucoup sur le terrain. J'ai le souvenir d'avoir fréquenté les plus grands entraîneurs et nous parlions jusqu'à la nuit, jusqu'au milieu de la nuit du football. Qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait s'y prendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça, Toujours le mieux. Le joueur passait, si vous voulez, le recrutement passait après. Nous étions les responsables du terrain et de ce qu'on faisait dessus, du jeu. C'est beau, hein, Romani. Ah, on a envie d'en parler des heures, non? Mais j'ai été levé là-dedans. Mais t'as de la chance, tu es baigné dedans. On va parler du maillot parce que c'est un maillot collector de couleur noire, bien sûr, qui va être inauguré, qui a déjà été vendu partout. Il est magnifique ce maillot du centenaire, j'espère que vous l'aurez tout à l'heure avant de partir. On ne peut pas terminer cet entretien sans penser à quelqu'un qui nous manque beaucoup, Henri Stambouli. Oui, mais on en a laissé beaucoup en chemin. Henri, c'était inatouché, encore plus. L'année dernière, ça a été un choc énorme. Bon, on est obligé de faire comme si, mais c'est très difficile à admettre. Il y en a d'autres que j'ai bien eu comme joueurs, d'Alger aussi. Christian d'Alger qui a disparu, Jeannot Petit, etc. Ça fait mal. Enfin, Henri, c'était notre fils, quoi. Oui, c'était votre fils. Hein. Et on a beaucoup parlé avec Laurent Banit parce que vous accompagnez son épouse, bien sûr. Oui, mais c'est des moments difficiles. Mais ça lui fait du bien, m'a-t-elle dit. Oui, c'est important. Voilà. De vous voir tous là. On est tous soudés. Hein. On a toujours été une famille soudée.
Merci messieurs. Voilà. Et vraiment, on était comblés de vous avoir à nos côtés. Voilà, en plus avec la pensée d'Henri au-dessus de nous qu'on a tous connu Voilà, ici. mais- La communauté des gardiens s'en souvient, Ouais, bien sûr, évidemment. d'Henri Stamboulis. Gérard Banide, avec Laurent Banide et la famille, les enfants sont là. Merci de venir jusqu'à nous ici au centre de performance. Je vous prends les micros. Merci à vous. Et on va regarder à quoi ressemble quand même ce maillot. Oui. Ce maillot collecteur, vous avez presque le même. Vous aurez l'écusson monégasque 1924-2024. On est allé voir comment ça a fonctionné. Est-ce que ça a bien marché la vente? Oui, c'est vrai. C'est parti comme des petits pains. Sarah Cardiff, vous vous trouvez juste en bas, devant le stade Louis II, devant la boutique. Tout à fait Christophe, en seulement 24 heures après la sortie du maillot, c'est la rupture de stock pour les 1700 pièces. Il faut dire qu'il sort du lot. Plutôt habitués au rouge et blanc, les fans de l'AS Monaco ont découvert une tunique noire au col blanc qui, pour la petite histoire, est inspirée de la toute première tenue portée par les joueurs du Rocher. C'était en septembre 1924. Ce maillot se distingue également par ce blason brodé ici sur la poitrine. On y voit les lettres ASM et puis les losanges rouge et blanc rappelant les armoiries de la maison Grimaldi et enfin les dates du centenaire. Lorsque vous le retournez au dos, le logo officiel des célébrations des 100 ans. Donc vous le voyez, ce maillot est spécial et les fans sont particulièrement déçus ce matin face au rayon vide. Je l'ai pas vu. Ils n'en ont pas fait assez alors. C'est pas grave, on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boutique et puis on va faire nos petits achats en famille. Bon, on va faire avec. En plus, il y en a, ils l'ont acheté en plusieurs exemplaires. Je pense parce qu'il est déjà sur le bon coin à 170 €. Bah tant pis, je vais prendre celui pour la LDC. Je l'ai pas vu, mais je l'ai acheté sur internet. Je lui ai mis la journée pour me décider et à 19h, il n'y en avait plus. Donc ça va, je l'ai eu sur le site Kappa en fait. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'ils n'en ont pas fait assez. Il y a tout le monde qui en cherche, tout le monde en veut, alors c'est le problème. Je trouve que le maillot est très joli, il est très réussi et je pense que ça peut être un vrai plus pour le match. Ça peut vraiment apporter quelque chose de sympathique pour les 100 ans. Quoi. On y va, là on a nos places. Ouais. Donc c'était prévu, on passe le week-end ici à 3-4 jours et puis c'est faire la fête ce soir. Dagemonego. Le match est prévu ce samedi à 21h. Espérons que ce maillot portera chance à nos joueurs. À l'époque, il y a 100 ans, face à l'avant-garde gauloise de Nice, nous avions décroché la victoire. Émission exceptionnelle, le centenaire de l'AS Monaco, David Ducci. Que de souvenirs avec la famille Banide il y a quelques instants. Avec Bruno Bellone tout à l'heure, avec Manuel Amoros. Et là, attention, là ça rigole pas. Je sais pas si tu n'aurais pas un peu plus serré la vis quand tu étais gardien à l'AS Monaco. Les coachs sont là. Coach Courbis. Et c'est comme ça qu'on l'appelle à la radio. Voilà. Tout à fait. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez, parce que nous sommes au centre de la Turbie dans ce journal exceptionnel. Roland Courbis avec Claude Puel. Particularité de ces joueurs, c'est qu'ils ont été entraîneurs et champions avec Monaco. C'est vrai, Claude? J'ai bien résumé? Avec une petite différence, c'est que lui n'a pas eu la possibilité de m'avoir comme joueur, alors que moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de l'avoir comme coéquipier, ce qui est... Coéquipier? Oui, ce qui était... J'ai débuté avec Roland. C'était... Mais c'est quelle année ça, Claude? Chambre commune. Alors, ça devait être en 79. Oui, juste après le titre 78? Ouais. D'accord. Il y avait déjà Puel Dib au milieu, ça y allait déjà? Non. Marcel est arrivé après. Ça, c'est après. Parce que j'ai revu Marcel tout à l'heure et sa chevelure, ça m'a rappelé des souvenirs de... Ça passait pas au milieu, monsieur. Pourquoi ce geste? J'aurais pu faire pareil. Attends, moi quand j'étais petit, tu vois, dans les années 70, moi, j'allais voir, c'était Gardon, Vitalis et Courbis, quoi. Et là aussi, ça passait pas à Monaco, dans l'ancien stade. disons que bon, on joue avec nos qualités et nos défauts. Donc, il y avait Vanucci, il y avait Correa, il y en avait des... Moisan. Il y avait des poètes. Fred Vitalis. Il y avait des poètes. Il chambre. Ah ouais. Il chambre. Mais devant, il y avait du monde aussi, ça jouait. Tu avais quand même Deli au Nice, il y avait Tori dans les buts, et ça y allait. Ah ben, il y avait un trio d'Alger au Nice, Aimon et Petit, Jeannot. Ah oui, Petit. Il y a Raoul Nogues aussi, non? Oui. Ah ouais, il y avait tout ça. Raoul et Moisan de Valadez. Pas mal, Moisan, qu'on a retrouvé à Cannes. C'est quoi Monaco pour vous, Roland Courbis? C'est, disons, une énorme partie de ma carrière, puisque j'ai eu le plaisir d'y être pendant 5 ans. Sur les 5 ans, il y a 2 titres de champion de France. Sur les 8, oui. La coupe est 3 fois 4e. Et ensuite, un endroit qui est quand même particulier, mais quand je vois les nouvelles installations, je me dis, tiens, ça a quand même changé en amélioration, parce que nous, les endroits où on allait s'entraîner, on faisait ce qu'on pouvait, il n'y avait pas d'endroit. Ici, c'était un endroit où ça a permis de ramener les rochers, les morceaux de rochers à Fontvieille pour pouvoir avoir avancer sur la mer. Ouais, cette avancée.
Et donc c'est un souvenir qui me restera obligatoirement toujours dans ma tête. Et puis il y a des coïncidences bizarres. C'est que l'année où on est champion de France, en étant promu, on a 77-78, donc 78 champions. RMC sur les maillots. Et coach Courbis. Et voilà. On ne l'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès. Tu sais que c'est l'homme d'un club. Oui, bien sûr. D'un seul club. Évidemment. Claude Puel. Pourquoi vous n'êtes jamais parti? Vous étiez tellement bien ici. C'est quoi? C'est la famille? C'est les rochers? Non. Bon, j'aurais pu partir à un moment donné, mais je sais pas. J'arrivais pas du tout à me projeter ailleurs. Pourquoi? C'est l'époque, David, on restait? David Ducci aussi? On avait envie de rester à Monaco? Oui. C'est un club qui donne envie de rester. C'est un club qui jouait les premiers rôles tous les ans, donc les Coupes d'Europe. Donc c'est passionnant de pouvoir jouer ça. Et puis Claude a été quelqu'un d'indéboulonnable. Toutes les saisons, il les enchaînait. Il enchaînait 37, 38 matchs. C'était le plus régulier de... Il court souvent. Hein. C'était extraordinaire. Et pour nous, c'était un modèle. Moi, je suis arrivé, j'étais au centre de formation et on le regardait avec des yeux grands comme un... C'était déjà entre coéquipiers. Ah ouais. Et après, quand on avait gagné sa place, on jouait. C'est ça. Il y avait un surnom pour Claude, c'est quoi? C'est Mobilette, c'est quoi? Non, c'était... Il faisait quand même un exploit toutes les années, parce qu'en début de saison, quand vous, les journalistes, ça y est. Allez, ressentez les... Vas-y, taille. Et qu'on mettait, tu sais, l'équipe type de départ. Il était juste comme 12e. Le problème, c'est qu'il faisait 37 matchs sur 38, t'imagines Et le 38e qu'il faisait pas, c'est parce qu'il était suspendu. Ouais, peut-être. Pas beaucoup de suspension. Claude, il y a eu plus de plaisir en tant que joueur tant d'années que d'entraîneur, champion de France en plus, avec une équipe de légende quand même. Oui, bon, c'est complètement différent. C'est vrai que le joueur que j'étais, si j'avais gardé la mentalité joueur, j'aurais pas pu être entraîneur. Donc... Ah ouais, c'est complexe. Oui, c'est dans ton livre ça? Parce que j'étais trop exigeant envers moi-même, envers mes coéquipiers aussi. Et bon, voilà, ça fait que ça ne aurait pas passé en tant qu'entraîneur. Entraîneur, il faut être proche, il faut expliquer, il faut être à l'écoute, il faut être des fois directif, mais souvent manager avec plus de douceur. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui de suite m'a interpellé, et sinon c'est impossible de durer dans le métier. On se souvient un peu de qui il a managé? C'était pas mal, hein? Quelle équipe déjà? Qu'est-ce qu'il y avait devant? Je m'en souviens plus. C'était sympa, Marco Simone, Trezeguet, Giuli, Gallardo, Lamouchi, Djetou Correa, Sagnol, Cristanval, Barthez, Marquez et Léonard. Non, je plaisante. Après, ils avaient 20 ans tous. Oui, ils avaient, voilà. Non, mais c'est vrai. Claude a eu cette particularité de prendre ces jeunes et qui sont devenus tous des stars, quoi. C'est des gamins, C'est des gamins, quoi. Ça, c'est important, Roland, dans la formation d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, mais bon, il avait aussi l'avantage d'être d'ici. Et donc, quand on le regardait et qu'on était... c'est la légende, c'est déjà la légende. Quand il le regardait, qu'ils étaient joueurs, et il le regardait un petit peu comme un exemple. Donc, chose qui, pour moi, est tout simplement méritée. Parce que si, par exemple, lui, il ne pouvait pas le dire, mais qu'il le faisait comprendre, qu'il disait à un joueur, essaie quand même de faire ce que moi... Et je suis arrivé à faire, ça sera déjà pas mal du tout. Parce que les joueurs qu'il a pu avoir étaient des joueurs avec un autre football que nous, qui était plutôt football défensif, que ce soit lui, que ce soit moi. Bon, il courait beaucoup plus que moi. Il courait beaucoup donc, plus. Mais c'est vrai que les joueurs qu'il a cités... Ah oui, que de grands joueurs. On voit. Il y a toujours des grands joueurs. Mais dans le recrutement, il y avait. Le recrutement était pas mal. Aussi, avec toujours à Monaco des joueurs qui avaient une technique, bien sûr, du talent. On a toujours rêvé avec Monaco. Voilà, cette équipe-là, elle était extraordinaire. Voilà, c'était un bonheur de pouvoir entraîner ces joueurs-là. Ils sont devenus des grands joueurs internationaux. Et c'est pas anodin non plus de se souvenir que le dernier titre de champion de France pour Monaco, c'est avec un joueur comme Kylian Mbappé aussi. On a eu du nez de le trouver, de le conserver. Lui qui arrivait de Bondy quand même. Hein. Pas longtemps quand même. Hein. Oui, mais il a pris beaucoup de valeur rapidement. Hein. On a eu la bonne idée de le donner à Paris Saint-Germain, qui n'était pas le rival de Monaco à l'époque. Bon, je dis plus rien. Alors, l'émission va s'arrêter tout de suite. On va remercier. Coach Courbis, Roland Courbis et Claude Puel. C'est un bonheur, hein, David, de les avoir avec nous. C'est un bonheur. Toujours affûtés comme nous. Excellent. Oui, comme nous. Vous courez toujours tous les deux? Vous courez jamais ensemble?
Non, c'est pas parce croisé. que même petit parcours, vous n'êtes jamais croisé. J'aurais du mal à suivre quand même. Hein. Entre Marc et Mala, ou voilà. Je te rappelle que j'étais gardien de but. Hein, donc, Oui, mais je vois que tu cours pas mal. Après, il y a droit au petit cappuccino, tu sais, on a la chance. Merci d'être avec nous. On va regarder quelqu'un avec vous connaissez bien. Émilie Rousseau, tu allé à la rencontre de Norbert Siri. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est la légende. C'est celui qui écrit, c'est l'historien du club. Tout savoir sur cette légende en rouge et blanc, c'est un livre magnifique. Présentation avec Émilie Rousseau. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Norbert Siri. Faites du bruit, je vous laisse vous installer, Norbert. Allez-y. Les petites et les grandes histoires de l'AS Monaco se retrouvent dans cet ouvrage de Norbert Siri aux éditions Amphora. 1924-2024, les 100 ans de l'AS Monaco s'ouvrent sur une préface d'un des plus fidèles supporters du club, le prince Albert II, et du président Dimitri Ribolovlev. Il est évident que sa préface est un éloge au club qu'il adore. Hein. Et de même pour le président Ribolovlev, je ne veux pas parler à sa place, mais il est évident que c'est grâce à lui que l'AS Monaco a été sauvée, récupérée, parce qu'elle était dernière de la Ligue 2 et qu'elle pouvait aller plus bas et ça aurait peut-être signifié la fin du professionnalisme à l'AS Monaco. Au fil des pages, on découvre le patrimoine sportif riche et prestigieux de l'AS Monaco. 8 titres de champion de France, 5 en Coupe de France, des épopées européennes, jusqu'à l'inoubliable finale de Ligue des Champions en 2004. On a choisi de présenter le livre par thème. Donc vous avez les grandes saisons, vous avez les grandes personnalités, vous avez ce qu'on appelle le Hall of Fame, mais pour agrémenter l'histoire du club qui aurait pu paraître un petit peu aride, on a effectivement des anecdotes, des citations qui illustrent très bien le propos. Norbert Siri est à l'AS Monaco dans le cœur, supporter du club de la Principauté depuis l'âge de 10 ans. Il a été pendant plusieurs années président du club des supporters de Monaco. Quand l'AS Monaco l'a contacté pour retracer un siècle de l'histoire des Rouges et Blancs, il a immédiatement accepté. Pour moi, c'était tout naturel que, supporter de l'AS Monaco depuis ma tendre enfance, ça me paraissait naturel que je présente l'AS Monaco, notamment pour ce centenaire. Hein. Comme disait la Palisse, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'histoire. Et quoi de mieux qu'un ouvrage complet pour célébrer ses 100 ans, un cadeau qui devrait ravir les passionnés de l'AS Monaco et de football en général. Et dans l'actualité de ce samedi, la toute dernière journée de la visite à Rome du prince Albert II, pour y fêter, vous le savez, le 15 ans de la branche italienne de la fondation Prince Albert II. Le prince souverain a ainsi pu découvrir différents lieux emblématiques de la capitale italienne. Vanessa Dessi et Alexandra Marangoni étaient sur place pour Monaco Info. Les relations entre l'Italie et la Principauté sont empreintes de proximité, liées par une histoire culturelle et géographique commune. Ces deux terres méditerranéennes entretiennent depuis toujours des liens étroits. À l'initiative de ce déplacement princier à Rome, l'ambassade de Monaco en Italie en a profité pour inaugurer de nouveaux locaux, récemment acquis par l'État monégasque. À cette occasion, des échanges approfondis avec les autorités italiennes ont permis de consolider les relations bilatérales, témoignant ainsi d'une collaboration toujours plus étroite entre les deux pays. En effet, c'était l'occasion également de mettre en musique cette petite rencontre informelle avec les parlementaires, donc sénateurs ou députés, de cette nouvelle section bilatérale d'amitié Italie-Monaco qui s'est créée au Parlement monégasque. Le souverain s'est ensuite rendu à l'église Saint-Louis des Français, un joyau de l'architecture baroque dédié à la communauté française. Nichée entre le Panthéon et la Piazza Navona, elle abrite de somptueuses œuvres d'art, dont 3 célèbres tableaux de Caravage consacrés à Saint Matthieu. C'est également dans cette église que les funérailles du prince Louis Ier de Monaco ont eu lieu en 1701. Alors Louis Ier, comme son prénom l'indique, est le premier des Grimaldi, né pendant la période que l'on appelle aujourd'hui la communauté de destin, donc après le traité de Péronne en 1641, quand la principauté se place sous la protection de la France. Et toute sa vie va être marquée effectivement par cette alliance avec la France, puisqu'il va être au service du roi Louis XIV qui est son parrain, et Louis XIV va en faire son ambassadeur à Rome en 1698.
Après la découverte de l'église Saint-Louis des Français, riche en histoire et en art sacré, direction la Galerie nationale de l'art antique, où les chefs-d'œuvre de la Renaissance et du baroque romain prolongent ce dialogue entre spiritualité et beauté artistique. Situé au Palazzo Corsini, la diversité des peintures, sculptures et objets d'art reflète le raffinement italien à travers les siècles. Un tableau de la collection Barberini représentant des enfants qui jouent aurait fait partie des collections privées du prince Jacques Ier. Ci siamo accorti di 2 iscrizioni sul retro, 2 iscrizioni che fino ad oggi non erano state lette e interpretate. La prima iscrizione cita uno Château de Torigny, che è un castello particolare legato al Principato di Monaco in un periodo specifico della vita del Principato, e sotto c'è un'altra iscrizione che cita un Duc de Valentinois nel 1725. Unendo le 2 iscrizioni è stato facile ricostruire che questo dipinto doveva appartenere a Giacomo I, quindi colui che è stato principe di Monaco tra il 1731 e il 1733, probabilmente faceva parte delle sue collezioni personali che venivano dal castello di Torigny, trasferite poi a Monaco e successivamente a Parigi quando lui abdicò nel 1733. La branche italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco a été créée afin d'étendre l'action environnementale de la FPA2 dans toute l'Italie et la Méditerranée. Engagée dans des projets spécifiques à cette région, elle travaille activement à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion durable des ressources marines et terrestres. Cette année, elle célèbre son 15e anniversaire, marquant ainsi un bilan très positif. Il bilancio posso dire, è positivo, naturalmente. Abbiamo sostenuto diversi progetti, abbiamo aiutato quindi, per quanto ci riguarda, a portare avanti i principi della Fondazione e oltretutto, anche come si è visto poco fa, stiamo cercando di sensibilizzare sempre di più verso le tematiche che sono fondamentali per noi. Grâce à ces efforts, la branche italienne de la FPA2 continue de renforcer les liens entre la principauté et l'Italie dans la défense d'une Méditerranée durable et respectueuse de son patrimoine naturel. Et à l'occasion des 15 ans de la branche italienne de la Fondation Prince Albert II à Monaco, le traditionnel dîner de gala était organisé à Rome, en plein cœur du somptueux Palazzo Colonna. Des personnalités du monde entier se sont réunies au profit de la protection de l'environnement. Cet événement, qui a rassemblé des acteurs clés, vise à sensibiliser le public sur les enjeux écologiques. Tous les fonds récoltés serviront à financer des projets innovants en faveur de la protection de la planète. Comme tous les samedis, la chronique US nous amène à New York avec Alexandra Pagny. Alexandra, on vous a suivi toute la semaine pour l'ouverture du débat général des Nations Unies. Un déplacement de 2 jours du prince souverain, accompagné par le conseiller pour les relations extérieures et la coopération, Isabelle Béraud, pour rappeler les engagements de la principauté en faveur notamment de la protection de l'environnement. C'est donc l'heure de votre chronique US. Bonsoir à vous, Alexandra Pagny. Bonsoir à vous. Cette semaine de haut niveau des Nations Unies coïncide justement chaque année avec la Climate Week à New York. Une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco a fait le déplacement. Je vous propose de revenir sur les différents événements qu'ils ont organisés lors de ces 3 jours new-yorkais. Profitez de la présence des dirigeants mondiaux pour leur rappeler l'urgence d'agir face à la crise climatique. La Climate Week est organisée en partenariat avec les Nations Unies et propose près de 600 événements à travers la ville de New York. Le thème de cette année, il est temps d'agir, autour de 10 axes majeurs comme les énergies, la santé, les modes de vie durables ou encore les transports. La Fondation Prince Albert II s'est joint à ce rendez-vous international pour participer à cette voie commune pour la sauvegarde du futur de notre planète. Dès lundi, le Prince Albert II officialisait au nom de sa fondation un partenariat établi avec le Comité international olympique, représenté par son président Thomas Bach. Autre thématique mise en avant durant cette semaine, la fragilité des pôles, à l'occasion de la conférence Au-delà des glaces au sein du prestigieux Explorers Club.
en présence du prince Albert II, mais aussi du professeur John Holdren, ancien conseiller en sciences du président Obama, ou encore l'explorateur bien connu en principauté, Bertrand Piccard, qui n'a pas hésité à prendre position face à la parlementaire danoise qui partageait le podium avec lui. I think my first role tonight is to address a situation that is absolutely unacceptable. I'm sitting next to a Danish parliamentarian in the Danish parliament, very proud. And I cannot renounce to mention that a member of the Explorers Club who spent his life protecting the oceans, protecting the whales, is in jail today, not in North Korea, but in Denmark. And that's Paul Watson. La santé des océans était également à l'honneur de la 7e édition du Ocean Innovators Platform, mais aussi la mode durable lors d'une conférence accueillie au Pratt Institute. Dernier événement organisé par la FPA2 lors de cette Climate Week, une conférence sur les forêts et l'implication des peuples autochtones dans leur préservation. If we continue degrading tropical forests, we are going to have up to 2 pandemics per decade. So, indigenous people protect, they've been living for thousands of years in the Amazon with this stability, ecological stability, climate stability. And of course, they always respected the biodiversity, the forest. And unfortunately, when colonizers came to the Americas, to the Amazon, they would see the way they were doing in Europe without forests. And let's say livestock farming, cattle, is responsible for 65% of all deforestation, all tropical forests. That's why, finally, fortunately, congratulations for this initiative, which is to give a lot of value to indigenous people, protect them, learn with their knowledge. Un événement en présence de la ministre des Peuples indigènes du Brésil. Les forêts, comme les océans, sont les poumons de notre planète qu'il faut préserver à tout prix. Ces événements ont rappelé l'importance d'agir dès à présent pour notre futur. Et c'est à Malte que s'est tenue en cette fin de mois la 17e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Thomas Brezzo, le président du Conseil national qui était notre invité hier, y a donc assisté accompagné d'une délégation monégasque. Vous vous trouvez, Patricia Navarro, avec Camille Caloni, justement devant le Parlement maltais. Oui, c'est ici que se sont déroulés pendant 2 journées les échanges entre les présidents des parlements des petits États d'Europe. Alors ces petits États, ils sont au nombre de 9. Il y a Andorre, Chypre, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, San Marin, le Monténégro, Monaco et Malte, le pays hôte. Tous unis par une même ambition, celle de faire de leur spécificité une force commune. C'est Stéphane Valéry le premier qui, en 2006, eut l'idée de créer ce rendez-vous annuel pour favoriser le renforcement des relations interparlementaires de ces 9 petits États. Il s'agit non seulement d'un partage d'expériences, mais aussi de mieux assurer la défense de leurs intérêts communs en faisant valoir leurs spécificités. Oui, c'est une formidable initiative de la Principauté. Elle répond à un besoin d'échange, de dialogue, qui peut paraître, parfois, qui pourrait paraître superflu, mais qui ne l'est jamais. Parce que ces petits États réunis les uns avec les autres font beaucoup de voix, par exemple au Conseil de l'Europe, et peuvent porter un message qui correspond à leur disposition particulière. Évidemment, Liechtenstein n'est pas Monaco, qui n'est pas le Luxembourg, et qui est encore moins Malte. Mais il y a vraiment un vrai dialogue constructif, et il ne faut pas oublier que si parfois on est sur des thèmes généraux, mais qui touchent la vie de tous les jours, la migration par exemple, les problèmes économiques, il se pourrait fort qu'un jour, au détour d'un grand problème international, on ait tout d'un coup besoin de ces petits États qui parlent d'une seule voix. Chaque année, plusieurs thématiques sont débattues autour des témoignages de spécialistes. Cette année, il a été question du changement climatique, du rôle des petits États dans le multilatéralisme ou bien encore de la migration. A small state, in order to have a voice,
he has to unite with other small states, especially in Europe. Now imagine if they don't unite in various important issues, as we have in this conference. We have 3 important issues: climate change, which is now becoming much more important than ever; multilateralism, that is, we have to cooperate together in parliamentary diplomacy and make our own efforts in order to secure peace, and we have a lot to do about that. Imagine we don't have multilateralism among us. And the question of immigration. I mean, the question of immigration, we have to address it because we cannot address on our own the question of immigration. The fact is that we have to join forces in order to be heard properly, in order to make sure that the international community listen and also act upon these important problems. Une déclaration finale a été adoptée autour des 3 thématiques d'actualité retenues cette année. Elle souligne la capacité d'adaptation des petits États et leur engagement face au changement climatique. Elle reconnaît que la taille de ces États ne détermine pas la valeur de leur contribution dans le multilatéralisme, ou bien encore, elle convient du fait que l'inclusion et l'intégration font partie intégrante des politiques migratoires. Et si ce rendez-vous annuel est d'autant plus important pour ces 9 petits États d'Europe, c'est qu'il permet aussi des échanges plus privilégiés entre délégations. En marge des débats et discussions, Thomas Brezzo a ainsi pu prendre part à des réunions bilatérales avec le Monténégro, le Luxembourg ou la Principauté d'Andorre. Alors c'est presque le plus important parce que bon, il y a toujours des déclarations, des prises de position pendant les sessions, mais il est évident que ça nous permet de nous rencontrer et dans ces réunions bilatérales d'exposer les sujets qui nous concernent plus directement entre chacun des petits pays. Et effectivement, nous avons des discussions vraiment plus importantes en bilatéral que même dans les sessions normales. Des échanges précieux donc à l'heure où la collaboration interparlementaire, la coopération et le dialogue sont indispensables. Et l'an prochain, c'est à Chypre que se retrouveront les présidents de parlement des petits États d'Europe pour leur conférence annuelle. On revient au sport et premier match de championnat à domicile à Gaston Médecin pour la Roca Team. Demain après-midi, 16h30 le coup d'envoi. Après la défaite à Saint-Quentin de 2 points, Monaco veut absolument relever la tête devant son public face à Strasbourg. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Sacha Obradovic et l'intérieur Petr Connolly. For me, more important now how team improve. So each practice, has to be, on the maximum to see the real picture. On a travaillé sur les choses qui n'ont pas été sur le dernier match contre Saint-Quentin. Et on a travaillé du coup sur ce que Strasbourg fait. Et maintenant, comme je disais, il va falloir montrer ça sur le terrain. On a aussi pu intégrer encore un peu plus les nouveaux joueurs. Et ça, je pense que ça va aussi être d'une grande aide. Hier soir, à l'occasion du traditionnel concert pour l'association Soupe de Nuit, association caritative bien sûr qui fait toujours appel à vos dons, c'est le compositeur, interprète, animateur André Manoukian qui s'est chargé de la présentation. Et juste avant le concert, dirigé par Philippe Binder, il a bien voulu nous accorder quelques minutes. Bonsoir Christophe. Quel plaisir de vous recevoir à Monaco, en plus pour une très bonne cause, pour l'association Soupe de Nuit. C'est important de défendre toutes ces causes dans le monde. C'est important et puis c'est la charge des musiciens, je dirais, de donner des concerts caritatifs pour des jolies causes. Et quand on m'a dit, voilà, ça se passe avec un symphonique avec François-René Duchappe, j'ai dit, bon allez, je viens. Bah, tout à fait, avec en plus l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ce qui n'est pas rien. Exactement. En réalité, je vais présenter un petit peu. Et puis, Philippe Binder, le chef d'orchestre, m'a demandé de venir, je dirais, plutôt dire quelques mots avant chaque morceau, parce qu'il aime bien la manière dont je parle du classique. Et c'est vrai que je parle du classique d'une manière pas classique. Donc, pas classique. Non, parce que pour moi... Encore une fois, la musique dite classique, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, décidément. Voilà, moi, je pense comme Duke Ellington, il y a 2 styles de musique, la bonne et la mauvaise. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça chez vous. D'accord, c'est binaire comme choix.
Non, non, c'est juste le bon goût et au contraire, c'est pas binaire. Je n'oppose pas le classique avec la musique improvisée ni le jazz. Le jazz, d'une certaine manière, c'est les harmonies de Debussy et Ravel qui rencontrent l'Afrique. Donc voilà, moi je suis pour toutes les musiques pourvu qu'elles soient de qualité. Et je trouve que la musique classique parfois souffre un peu d'être dans une image un peu académique comme ça. Donc moi j'adore la dépoussiérer. Même si pour Soupe de nuit, il y a du Schumann, il y a du Verdi. Hein. Exactement, il y a des auteurs magnifiques, il y a des histoires qui sont sublimes. Il y a un concerto notamment de Schumann que va jouer François René avec un orchestre, avec toute sa fougue. Il y a le destin qui va frapper 3 coups aussi. Si on raconte ces histoires, vous savez, une de mes scènes préférées dans le cinéma, c'est un vieux film maintenant qui s'appelait Amadeus sur la vie de Mozart. Oui. Et à la fin de sa vie, on le voit épuisé en train d'écrire le Requiem, et il explique qu'il peut plus écrire, donc c'est Salieri qui lui propose d'écrire à sa place. Bon, c'est pas vrai, ils se sont jamais vraiment rencontrés, mais c'est pas grave. Cette scène est magnifique parce que Mozart dit voilà, maintenant je vais vous faire les flammes de l'enfer, et on entend les violoncelles qui font les flammes de l'enfer, et puis ensuite on va faire donc strate par strate, on entend je dirais toute la musique du Requiem, et ensuite dans notre tête on met tout ensemble. Il faut expliquer je dirais le classique avec des images, et c'est merveilleux. Ah, c'est le cheminement, ce sont un peu vos routes de la musique à vous. Exactement. Et les routes de la musique, encore une fois, elles n'ont pas de frontières. Elles n'ont pas de frontières et beaucoup d'amour quand même à chaque fois. J'ai retenu par exemple dans une préface des chansons d'amour qui guérissent le cœur du monde. C'est important aujourd'hui, André Manoukian. Oui, la musique, le rôle du musicien, depuis que la musique, j'allais dire dans la mythologie grecque, c'était Orphée, il avait pour but de transformer le chaos, désordre, en cosmos, ordre. Le musicien joue avec les sons et tout d'un coup il crée de l'harmonie. C'est ça notre boulot. On doit créer de l'harmonie, même quand on crée des accords un petit peu dissonants. Et donc on transforme le bruit du monde en quelque chose qui devient du sens et qui nous crée des émotions. Donc on pourra jamais s'empêcher de faire ça. C'est la mission, je dirais, des musiciens, quelles que soient leurs idées politiques, quoi qu'ils pensent. Donc pour le coup, on essaye de faire de l'harmonie avec ce qu'on nous donne. Et en général, on y arrive. Il y a de tout chez Manoukian. Vous l'avez dit, il y a cette passion pour le piano, pour les anciens, pour les grands. Est-ce que vous avez déjà trouvé un nouveau Mozart? Est-ce qu'il y a un pianiste qui en ce moment vous plaît plus que d'autres? J'avais trouvé un gamin de Marseille qui s'appelait Mourad, qui avait appris avec les oreilles. Il a été repéré à la Timone, à l'hôpital, parce qu'il suivait un traitement. Et hélas, il n'a pas succombé à cette maladie rare qu'il avait, son foie ne métabolisait pas le fer. Et lui, il jouait Chopin en l'écoutant, juste avec les oreilles. C'était génialissime de voir toute la fougue d'un petit gosse de banlieue qui était capable de jouer. Non seulement il jouait Chopin, mais il improvisait dessus, il se l'appropriait. Et c'est ce geste-là qu'aimaient les musiciens dits classiques. On a trop tout figé dans l'écrit. Quand moi je dis aux gosses, tu prends une partition, ok. La partition c'est quoi? Heureusement qu'elle est là, parce que sinon l'heure on l'aurait oublié, mais brode autour, tu te le rends à toi. Voilà, c'est un peu ma cause et mon combat en ce moment. C'est un bonheur de vous avoir, de parler de musique, d'improvisation, de trouver des petits génies, de sortir du tunnel et de se retrouver dans la lumière. Avec vous ici à Monte-Carlo, tunnel très cher bien sûr à notre Charles Leclerc national qui a remporté le Grand Prix cette année. Merci André Manoukian pour cette belle soirée ici à Monaco, et à très vite sur Monaco Info. Salut les amis, au revoir. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Sarah Nkari, avec, on l'espère tous, un dimanche sous le soleil. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous pouvez garder le sourire Christophe, le soleil sera toujours au rendez-vous demain, de quoi profiter d'une dernière plage. Le thermomètre affichera, comme c'était le cas aujourd'hui, 12 degrés le matin et une vingtaine de degrés l'après-midi. Et puis une pensée pour les Michel qui seront à l'honneur ce dimanche.
Comme le veut la tradition, on termine votre journal en images, avec les instantanés d'une journée anniversaire pas comme les autres dans l'histoire de l'AS Monaco FC. Un jour de centenaire avec la visite de légende, bien sûr, ici même à la Turbie, au centre de performance. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour revenir notamment sur la performance de Monaco hier face à Montpellier dans ce cadre exceptionnel. D'ici là, passez toutes et tous une bonne soirée sur Monaco Info, bien sûr.